Bien, bonjour, merci d'être là. Alors, on approche de plus en plus du 3 novembre. Il reste de moins en moins de jours. Alors, au cours des 3 prochaines semaines, incluant aujourd'hui, on va dévoiler le programme. Donc, le résultat des consultations, parce qu'il faut le dire, tout ce qu'on trouve dans le programme, c'est soit des idées qui ont été soumises à la population dans le cadre des forums citoyens, dans le cadre de rencontres que j'ai eues, ou encore mieux des idées qui m'ont été amenées par des citoyens, par des groupes que j'ai rencontrés au cours des derniers mois. C'est certain qu'on peut avoir des belles idées, on peut avoir des rêves pour notre ville, mais au-delà de ça, ce qui doit toujours primer, c'est l'importance de prendre des décisions en fonction de la situation financière de la ville. Alors, on s'entend que l'ensemble du programme est tributaire de la situation financière de la ville avec un objectif de maintenir un niveau de taxation compétitif, parce que je pense que c'est une des forces de Drummondville qu'il ne faut pas perdre, et s'assurer aussi que le niveau d'endettement soit faible si on le compare à l'ensemble de la richesse municipale. On sait que Drummondville est inférieur à la moyenne provinciale. On parle d'un taux d'endettement de 1,73 % aux derniers états financiers, avec des villes comparables en moyenne à 2,63 %. Donc, c'est intéressant. Il faut maintenir cette différence-là, il faut maintenir cet avantage-là. Donc, il ne faut pas non plus se lancer dans des folles dépenses. Mais il faut garder une chose en tête, c'est qu'on peut avoir des projets qu'on développe avec des partenaires, avec des gens qui ont le goût d'investir chez nous, des projets qu'on développe avec les autres paliers de gouvernement, que ce soit le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral. C'est un des rôles importants, selon moi, du maire, du conseil municipal, de faire en sorte qu'on va chercher à peu près tous les programmes, qu'on réussit à participer à tous les programmes qui sont proposés par les autres paliers de gouvernement. Alors, ce matin, on va parler du programme dans 4 thèmes. Éthique, gouvernance et participation citoyenne, service aux citoyens, tourisme, sport, loisirs, plein air et parc. Il y a des éléments dont on a déjà parlé, soit dans des conférences de presse précédentes ou lors du lancement de la candidature ou de la campagne la semaine dernière. Alors, il y a certains éléments sur lesquels je reviendrai moins longtemps puisque j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec vous. D'abord, au niveau de l'éthique, gouvernance et participation citoyenne, il m'apparaît très important et je pense que jusqu'à maintenant, on est fiers du niveau d'intégrité qui a été maintenu dans notre municipalité, mais il faut s'assurer de maintenir un haut niveau de transparence, d'intégrité, tant au niveau de la ville que des organismes qui sont ses mandataires ou ses partenaires. Alors la ville, c'est une chose, la ville siège sur plusieurs comités, dirige indirectement certains organismes. Alors c'est aussi notre responsabilité de s'assurer que les règles d'éthique et l'intégrité soient vraiment impeccable. Je parlerai de tolérance zéro à ce niveau-là. Je vous ai déjà parlé de mon rêve de faire de Drummondville un modèle au Québec en matière de participation citoyenne. Donc, l'idée de mettre en place un mécanisme permanent de consultation publique auquel on va rattacher une table pour les jeunes et une table pour les aînés. Il faut aussi, selon moi, profiter des technologies disponibles pour développer des moyens qui vont permettre aux citoyens de mieux suivre les séances du conseil municipal. Je m'amuse à le dire, c'est probablement le volet le moins intéressant de la vie municipale pour un citoyen que d'aller s'asseoir au conseil ou de le regarder à la maison, parce que souvent c'est dans un jargon qui est moins connu par les gens, tout ça. Alors, notre souhait serait que, bon, d'une part, quand on parle de différents dossiers au niveau du conseil, on puisse avoir des photos, par exemple, quand c'est question d'urbanisme, si on parle d'affichage ou si on parle de zonage, qu'il puisse y avoir d'une part à l'écran de télé, mais aussi directement dans la salle du conseil, une image où là les citoyens savent vraiment de quel coin on parle, de quel terrain on parle, plutôt que de savoir qu'on parle du lot 13-22-12-14. Donc c'est important que les gens puissent comprendre. Et ça serait intéressant aussi, éventuellement, de développer la possibilité pour les citoyens de poser des questions au conseil à partir de la maison. Évidemment, pas 50, 60, 70 questions, mais il pourrait y avoir une personne qui est chargée de recevoir des questions et qui, à la fin du conseil, se fait porte-parole des gens à la maison en posant 2 ou 3 questions aux élus. Donc, idéalement, même, ça pourrait être une contribution des journalistes de recevoir ces questions-là et de les transmettre au conseil pour éviter qu'on dise que les questions sont filtrées et qu'on pose juste des questions faciles aux élus. Donc, les journalistes pourraient être mis en contribution à ce niveau-là. C'est important, on sait que le prochain mandat va entre autres être celui des fêtes du 200e de la ville de Drummondville.
ça va nous permettre de se rappeler d'où on vient. Et quand on sait d'où l'on vient, on peut peut-être plus savoir où l'on va. Alors, il me semble que 2 centimes sera une belle occasion pour mener une réflexion sur la vision, aussi sur les attentes qu'ont les citoyennes et les citoyens sur le développement de leur ville. Donc, qu'on parle ensemble, qu'on échange sur notre vision de Drummondville dans 15 ans, dans 20 ans, et que par la suite, bien, on fasse les efforts, on prenne des décisions qui nous permettent d'atteindre ces objectifs-là. Je vous ai déjà parlé de mon intention d'accentuer la reddition de comptes des comités du conseil municipal par l'organisation pour chacun des comités d'une rencontre annuelle au cours de laquelle le comité rendra compte à la population de ce qu'il a fait au cours de la dernière année, prendra des questions sur ce qu'il a fait, parlera de ses objectifs pour l'année à venir et entendra les suggestions des citoyens aussi, les attentes des citoyens pour la prochaine année. Je souhaite qu'on favorise la synergie entre les conseillers municipaux et les gens de leur quartier. Il y a de plus en plus d'activités qui se déroulent dans les quartiers. Il y a les fêtes de quartier, il y en a de plus en plus. Je pense qu'il faut aller encore plus loin à ce niveau-là. Quand je parle à des citoyens qui me disent « Moi, j'habite dans tel coin, c'est qui déjà mon conseiller municipal? » Ça me déçoit toujours. Et c'est pas parce que le conseiller n'a pas fait son travail, mais c'est que je pense qu'on ne valorise pas assez le rôle des conseillers municipaux. Alors, je me dis que dans le bulletin qu'on distribue aux citoyens, donc qui s'appelle d'ailleurs le bulletin, bien, il pourrait très bien y avoir des pages centrales différentes dans chacun des quartiers qui permettraient aux gens d'être informés sur la vie de leur quartier, sur ce qui se passe chez eux. Ça serait une belle occasion pour les conseillers municipaux d'être en lien avec leurs électeurs. Ça, c'est un élément important. Et si on valorise cette vie de quartier-là, ben, on envisagera certainement, on verra la pertinence de créer des conseils de quartier. Conseil de quartier, c'est entre autres un concept qui est très fort dans une de nos villes jumelles, La Roche-sur-Yon, où les gens se réunissent. Il existe même des budgets pour les conseils de quartier, où les gens dans leur quartier décident de ce qu'ils font avec cet argent-là parce qu'ils ont telle ou telle priorité. Alors, je souhaiterais qu'avec les élus, après le 3 novembre, on puisse analyser ça. Je souhaite également, je l'ai mentionné dans le cadre des forums, valoriser le rôle du maire suppléant en le transformant en fonction de maire adjoint. Donc, plutôt que d'avoir un maire suppléant qui change à tous les 3-4 mois, qui sert à prendre des photos quand le maire ou la mairesse ne peut pas être là, vraiment quelqu'un qui aura des dossiers, qui sera appelé à intervenir et en l'absence du maire, ben, sera une personne significative. On saura que ça va se rendre. C'est comme si on parlait au maire à ce moment-là. Donc, c'est ce qui touche l'éthique, la gouvernance, la participation citoyenne. Le bloc maintenant des services aux citoyens. Bien, moi, je pense que c'est important de mettre en place un processus d'évaluation de la satisfaction des utilisateurs. Alors, quand on fait affaire avec les services municipaux, est-ce qu'on est satisfait? Et ça nous permettra certainement de détecter des manques de communication. Dans les forums, j'entendais des gens nous dire « ben moi, telle ou telle situation, c'est problématique, ça ne marche pas, je ne suis pas satisfait de ça. » Et là, il y avait quelqu'un sur place qui disait « non, mais moi, j'ai utilisé, regarde, tu peux faire ça, ou va à telle place. » Oh, on se rendait compte que finalement, en donnant l'information, la personne pouvait devenir satisfaite. Alors, prendre le temps d'évaluer la satisfaction des gens nous permettra peut-être aussi de voir quel type d'information on devrait diffuser autrement. Je souhaite qu'on révise les heures d'ouverture des services municipaux. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, moi, si je me présentais à l'hôtel de ville, compte tenu de l'horaire actuel, ben, je ne suis pas en mesure de le faire parce que je travaille, je dois quitter mon travail. J'ai eu une contravention, il faut que j'aille la payer. Puis en plus, il faut que je m'absente de mon travail. C'est sûr que quand on va aller payer une contravention, on n'est pas toujours dans un état agréable. Donc, permettre aux gens, que ce soit sur l'heure du midi ou un peu plus tard en fin de journée, donc ce sera une discussion, une analyse qu'on devra faire, mais je souhaite rendre les services plus disponibles aux périodes là, où le plus grand nombre des gens sont disponibles. Je pense qu'en 2013, il convient d'accélérer le développement des services en ligne, des demandes de permis ou ce qui peut se faire en ligne, ce qui ne nécessite pas une rencontre, pour les gens qui souhaitent le faire. Parce que je pense qu'on pourrait revenir sur le dossier de la gare ce matin en disant que des services en ligne, oui, mais pas mur à mur. Il y a des gens, c'est pas tout le monde qui sont prêts à utiliser les services en ligne, les services automatisés. Alors, ces gens-là, pour moi, c'est important de tenir compte de leurs habitudes et de leur permettre de continuer comme ils le désirent. Et finalement, c'est un souhait qui a été exprimé par les gens dans les forums, c'est l'instauration d'un guichet unique d'information qui regroupe les services municipaux. Un numéro de téléphone où on appelle, où on peut avoir des renseignements, on peut être informé, redirigé, mais vraiment un seul point, un numéro facile à retenir où la population peut aller chercher l'information qu'elle souhaite obtenir. Le tourisme.
Le tourisme, c'est important pour moi, puis les gens vont dire à un moment donné, mais pourquoi ils nous parlent toujours de tourisme? On est une petite ville de 75 000 habitants au centre du Québec. Premièrement, pour moi, on n'est pas une petite ville, dans un premier temps. Mais ensuite, il faut savoir, et là-dessus, je vais vous citer le rapport du comité de performance de l'industrie touristique qui s'est siégé en 2010-2011, qui était sous la présidence de Gilbert Rozon, qui est bien connu. Et ce comité-là avait comme mandat de voir comment le tourisme peut davantage contribuer au développement économique. Une seule phrase que je vous cite, on dit « Le tourisme, dans le contexte, c'est un des secteurs d'exportation les moins coûteux à développer et les plus rentables en création d'emplois. » Alors moi, cette phrase-là, quand je la lis, je me dis « Mais pourquoi chez nous, on ne ferait pas en sorte qu'on développe notre tourisme, on amène les gens. » Il faut se rappeler que Drummondville est à moins de 90 minutes d'auto pour 70 % de la population québécoise. Alors les gens, c'est facile de venir à Drummondville. Il faut leur fournir de plus en plus d'occasions de venir chez nous. Donc, mais il y a aussi les Drummondvillois qu'il ne faut pas oublier dans ça, parce que vous le savez, la ville contribue souvent, soit dans les attraits, dans les événements touristiques, la ville contribue généreusement et si on souhaite que les Drummondvillois soient présents et reviennent d'année en année, même si ce sont des événements ou des attraits qu'ils ont déjà vus, je pense qu'il faut travailler pour faciliter l'accès à ces attraits-là pour les gens de chez nous, en mettant en place des conditions financières avantageuses. Entre autres, par l'utilisation de la carte accès loisirs, dont on pourrait développer encore plus les avantages et faire en sorte, par exemple, que pour un Drummondvillois, se procurer son macaron pour le Mondial des cultures, ce serait un prix avantageux, puisque déjà, par ses taxes, il a contribué à cet événement-là. Et je pense que si on veut développer davantage le tourisme, il faudra analyser la pertinence de mettre en place un organisme indépendant qui sera dédié au tourisme. Il y a plusieurs grandes villes du Québec qui l'ont fait au cours des dernières années, qu'on pense à la destination Sherbrooke, qu'on pense à ce qui s'est vécu à Trois-Rivières, ce qui se vit à Saguenay. Alors, un organisme touristique indépendant. Et là, je parle d'analyser la pertinence. Il faudra voir ce que ça va coûter, quelles sont les sommes impliquées, qu'est-ce que ça demande comme structure, etc. La première question, ça sera de se demander si c'est pertinent de le faire, et si c'est pertinent, à ce moment-là, aller de l'avant. Ça pourrait très bien être un élément qu'on verra dans les consultations publiques, une fois qu'on aura les différents éléments. Maintenant, le quatrième thème ce matin, sport, loisirs, plein air, parc. On est vraiment, vous savez, il y a un fil conducteur pour moi dans le programme, c'est la qualité de vie. Et là, je pense qu'on entre vraiment dans la qualité de vie. Bon, d'une part, il y a la poursuite et la mise à niveau et le développement de nos parcs, en s'assurant qu'ils soient sécuritaires et répartis équitablement sur le territoire. Sécuritaire, évidemment, ce qu'on installe dans nos parcs, il ne faut pas qu'on crée des accidents avec ça, mais également au niveau de l'éclairage. Il y a des gens dans les forums qui nous ont dit il y a certains parcs où, après telle heure, on n'aime mieux pas se présenter parce que c'est trop sombre, bon, etc. Donc, je pense qu'il existe déjà des budgets. Il faudra faire en sorte qu'on les dirige vers des investissements qui favorisent la sécurité des gens. La même chose au niveau du développement du réseau de pistes cyclables. Il faut continuer, il faut aller de l'avant là-dedans. S'il y a un élément qui revient à chaque fois qu'on parle aux gens, quand on parle de tourisme, de plein air, de développement de notre ville, c'est favoriser l'utilisation des berges de la rivière Saint-François. Les gens disent, on n'a pas de montagne chez nous, on n'a pas de lac, mais on a une superbe rivière. Et on fait à peu près rien près de cette rivière-là. Il faut en faire de plus en plus. Il y a le projet de promenade des voltigeurs, donc la piste cyclable et, bon, évidemment, où on pourrait marcher la passerelle le long de la rivière. Ça, c'est important d'aller de l'avant, mais il y a d'autres projets, tant ici au Parc Audiac que de l'autre côté de la rivière, face au centre-ville, où il y a certainement des projets à développer. Je souhaite également que d'ici la fin du prochain mandat, donc 2017, on dote la ville de Drummondville d'un centre intérieur de soccer qui inclurait une piste de course à pied. C'est l'élément, en termes d'infrastructures sportives, dont on nous a parlé le plus dans les rencontres, dans les forums, sur la page Facebook La Campagne. On en entend beaucoup parler. Je pense que ces jours-ci, la semaine dernière ou cette semaine, Victoriaville inaugurera son centre. C'est pas normal que Drummondville soit deuxième au centre du Québec. Pour moi, c'est inacceptable. Donc, il y a à ce niveau-là vraiment une orientation à prendre. Un centre intérieur on dit un centre intérieur de soccer, mais une fois qu'on a un centre intérieur, on s'entend qu'on peut y développer différents sports, on peut utiliser cette surface-là. Donc, toutes les régions du Québec, maintenant, sont dotées d'infrastructures comme celle-là. Et il est grandement temps, selon moi, que Drummondville emboîte le pas.
Il y a également le projet dont on a entendu parler de glace extérieure réfrigérée qui m'apparaît être un projet intéressant. D'une part, parce que nos hivers sont un peu différents de ce qu'ils ont déjà été et que, pour avoir été déjà près d'une patinoire extérieure, on sait que l'hiver, de plus en plus, ça arrive 3 et 4 fois qu'on perd la patinoire, on doit la refaire, etc. Donc, les gens qui aiment aller patiner à l'extérieur peuvent le faire de moins en moins. Une patinoire extérieure réfrigérée nous permettrait de le faire sur une beaucoup plus longue période dans l'année. Et donc, on sait à ce moment-là, tout l'hiver, même s'il fait 3, 4, 5 degrés, la glace est encore là. Quoi de mieux qu'un beau dimanche à 2, 3 degrés, un soleil, être en mesure d'aller patiner. Alors, c'est un projet qu'il faudra faire et ça nous amènera peut-être à analyser le nombre de patinoires extérieures qu'on a en ville, s'assurer que tous les secteurs soient desservis. Mais je pense que la population y gagnerait, même si dans certains cas, ça exigeait un déplacement un peu plus long. Finalement, et j'en avais déjà parlé dans le cadre des forums, je souhaite faire de la ville de Drummondville un chef de file en matière de mise en valeur de saines habitudes de vie, alimentaires, sportives, etc. Donc, en adhérant au programme Entreprises en santé, c'est un programme qui est certifié par le BNQ, le Bureau de normalisation du Québec. Et il y a actuellement une ville, Montmagny, qui est reconnue comme entreprise en santé. Il y a également certains secteurs de la ville de Québec. Ici, à Drummondville, il y a 2 entreprises qui ont adhéré au programme, SCA Soins personnels et Suprema. Il y a quand même un petit peu moins de 50, bon là, ça varie toujours, là, mais selon les sites web d'entreprises en santé, il y a moins de 50 regroupements, entreprises, organisations au Québec qui sont reconnus. Et pour être reconnu, donc pour obtenir cette norme-là, ce qu'on analyse, c'est 4 sphères d'activité, nos actions dans 4 sphères d'activité, les habitudes de vie du personnel, l'équilibre travail-vie personnelle, l'environnement de travail et les pratiques de gestion. Donc, il y a certains... bon, entre autres, est-ce que c'est facile pour les employés d'avoir accès à un service de garde pour les enfants? Est-ce qu'on favorise l'activité physique? Bon, etc. C'est pour moi être reconnu comme entreprise en santé parce que ce serait un horizon 2015 pour Drummondville. Ce serait un beau fleuron à ajouter à la liste de ce qui nous rend fiers à Drummondville en 2015, l'année de notre 200e. Donc, ça touche les engagements, le programme sur ces 4 thématiques-là. Au cours des prochaines semaines, on parlera de développement durable, de culture, de développement économique, commercial, évidemment, du centre-ville. Je dis toujours que ce n'est pas un hasard. Si mon local est ici au centre-ville, de vie communautaire, de qualité de vie, vous savez, c'est le fil conducteur de développement social. Donc, ça se fera au cours des 2 ou 3 prochaines semaines. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vais répondre à vos questions. On y va de façon individuelle? Tu peux y aller, je fais ça après. J'en ai plusieurs. Vas-y. Mais est-ce que c'est correct? Oh, oui, ça va. Bon, il y a toute la partie transparence, intégrité, participation citoyenne. Est-ce que déjà la population va être consultée pour l'élaboration du prochain budget? Bien, vous savez que le prochain budget, hein, c'est début décembre qu'il faut qu'il soit prêt. L'appareil municipal a déjà commencé à travailler sur le budget. Donc, ça me paraît difficile cette année. Par contre, moi, je considère qu'avec toutes les consultations publiques que j'ai menées cette année, avec le fait qu'on est en campagne électorale et que les gens s'expriment un peu partout, on entend quand même beaucoup de choses. Mais effectivement, comme je vous dis, c'est une réalité au Québec, hein, avec des élections municipales début novembre. Ça laisse très peu de temps aux élus quand ils entrent en poste pour consulter sur le budget. Et si on consulte, je pense qu'il faut le faire de façon honnête. Consulter pour consulter, je pense que ce ne serait pas honnête envers la population. Et je crois qu'en l'espace de 3 semaines, ce serait beaucoup plus pour l'apparence que pour la réalité si on consultait cette année. Vous semblez mettre l'accent beaucoup sur service aux citoyens, se rapprocher du citoyen, entre autres avec cette idée de conseil de quartier. Ça serait quoi, ça? Bien, je pense que les gens, là, quand on discute avec les gens dans les quartiers, ils nous parlent de sécurité, ils nous parlent de paix. Qui est mieux placé que les citoyens d'un quartier pour savoir que dans leur quartier,
les équipements de parc devraient être différents, devraient être améliorés, que ça ne répond plus à l'âge moyen du quartier. Je pense que ça, les gens des quartiers sont les mieux placés pour le faire. Il y a des conseillers municipaux qui ont mis en place des mécanismes de consultation. Il y a des gens qui le font, il y en a qui le font plus, il y en a qui le font moins, les gens le font de façon différente. Ça peut être adapté à chaque quartier, mais je pense que tous les citoyens de Drummondville, quel que soit le quartier qu'ils habitent, on devrait avoir voix au chapitre, et à ce moment-là, c'est important qu'il y ait un outil général qui soit proposé à l'ensemble des conseillers pour aller animer leur quartier. Ce serait quelque chose de consultation et non rajouter un autre niveau administratif. En plein ça. Il y a des gens qui font déjà des consultations de mi-mandat. La semaine dernière, j'assistais à M. Levasseur qui, dans son quartier, s'est engagé à faire de quoi, je pense, tous les derniers mercredis de septembre, ou je ne sais pas trop, il a donné un moment. Ben ça, c'est déjà un élément intéressant. Je trouve ça bien que les gens du district de M. Levasseur puissent l'avoir s'il est élu, mais ce serait bien que dans tous les quartiers, on puisse faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est un petit groupe, finalement, qui viendrait soutenir le conseiller dans son travail? Donc, l'information se rendrait à vous, au conseil. Tout à fait. Puis moi, je trouve ça important. Il y a eu des consultations dans différents quartiers, déjà dans le cadre de la campagne. Toutes celles où on m'a invité, je m'y suis rendu avec grand plaisir pour entendre ce que les gens des quartiers avaient à dire. Je pense que les gens apprécient voir les élus se déplacer, aller vers eux, aller entendre leurs besoins. Des fois, vous savez, c'est un petit détail, mais il y a une lumière dans une rue qui est plus fonctionnelle, puis là, les gens souhaitent qu'on change ça, puis oups, on y va, on entend parler, le suivi se fait rapidement. Donc ça, ce sont des éléments, je pense, qui peuvent contribuer à augmenter le niveau de satisfaction des gens. Parlez-moi donc du centre intérieur de soccer, pourquoi c'est si important? Bien, si on regarde les inscriptions dans les différents sports, on va voir qu'au cours des dernières années, le sport qui s'est développé le plus, c'est le soccer. C'est un sport qui se pratique évidemment à l'extérieur, donc qui est limité en nombre de mois. Déjà, le fait d'avoir chez nous différentes surfaces synthétiques, ça nous a permis d'allonger les saisons, mais c'est un besoin qui nous a été maintes fois rappelé. C'est l'un des sujets qui, lorsqu'on a consulté sur la page Facebook de cette campagne-là, a suscité le plus de réactions, le plus d'approbation. Donc, je pense que les gens voient ce qui se passe ailleurs. Ça permet la pratique du sport en allée. Donc, nos équipes, à nous, nos jeunes qui vont jouer dans des tournois, qui vont partout, souvent vont être confrontés à des gens qui peuvent pratiquer le sport 12 mois dans l'année. Donc, ils ont, je pense, le droit de bénéficier d'infrastructures de qualité aussi chez nous. Avez-vous déjà commencé à regarder combien ça pourrait coûter par rapport aux autres villes qui l'ont fait? Il y a déjà eu des projets qui ont été avancés ici à Drummondville. Il pourrait y avoir, par exemple, une association, un partenariat avec un groupe privé qui aurait le goût de développer quelque chose. Il faut regarder ça. Est-ce que la ville doit être vraiment le promoteur, bâtir, être davantage en soutien? Je pense qu'il faut regarder lequel des scénarios sera le plus intéressant pour la population, dans le respect de ce que je mentionnais tout à l'heure, le compte de taxes et tout ça. Il y a de plus en plus de gens qui font de la course à pied. Ces gens-là souhaiteraient aussi avoir un espace où s'entraîner au cours de l'hiver. Donc, ça pourrait être très bien jumelé à ce moment-là à un centre intérieur de soccer. Au niveau du tourisme, favoriser l'accès pour les Drummondvillois, est-ce que le fait de donner des meilleures conditions financières aux citoyens de Drummondville pourrait être contrebalancé par une taxe de non-résident? Est-ce que c'est quelque chose qui... Je pense que ce qu'il faut d'abord voir, je pense qu'on ne peut pas dire, par exemple, je vais vous donner l'exemple du Mondial des cultures, là. Il ne faut pas l'entrée commencer à dire, ben, toi tu ne viens pas de Drummondville, ça va te coûter plus cher. Je pense que c'est davantage de permettre aux gens de chez nous d'avoir accès à une réduction, parce que les Drummondvillois ne seront pas dupes. Hein. Si on dit actuellement ça coûte X $, mais maintenant ça va coûter X $ plus quelque chose pour les gens de l'extérieur, les gens de Drummondville vont dire, vous ne m'avez rien donné, vous avez augmenté, donc vous l'avez pris ailleurs. Donc c'est certain que ce n'est pas quelque chose qui doit se faire au détriment des organismes. Il faut voir comment la Ville peut soutenir un programme comme ça, mais à un moment donné, si ça attire un achalandage plus grand, bien, pour ces organismes-là, ça va être intéressant, ça va s'équilibrer en quelque part. Donc, je pense que je l'ai beaucoup entendu. J'ai été président du Mondial des cultures pendant 4 ans. J'ai entendu beaucoup de gens dire, ben, moi j'ai le goût d'aller au Mondial, tout ça, je vais y retourner. Mais si je veux juste aller me promener au Mondial, pour moi, ben, c'est rendu trop dispendieux. C'est ce que les gens nous disaient.
alors que je sais ce que ça coûte, produire des événements, produire des spectacles. Puis c'est loin d'être coûteux, c'est beaucoup moins cher que d'aller assister à tous ces spectacles-là en salle ou ailleurs, c'est clair. Mais pour les gens, ils sont de plus en plus sollicités, ils ont de plus en plus de possibilités. Moi, je suis désolé d'entendre dire que les camps de jour, les écoles primaires et secondaires de Drummondville font à peu près toutes leurs activités en dehors de Drummondville, parce que c'est pas plus facile pour eux autres de le faire à Drummondville que d'aller le faire ailleurs. Alors, il faut les encourager. Je pense que si on crée des habitudes déjà chez les plus jeunes de profiter des attraits locaux, ben, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on ne sera plus obligé de soutenir de cette façon-là nos organismes parce que ça va être devenu naturel. Pour l'instant, dans la campagne, il n'y a pas d'autres candidats à la mairie, vous êtes le seul. C'est ce que je sais, moi, à date. Est-ce que ça facilite ou ça rend plus difficile une campagne électorale? Je vous dirais que ça rend plus difficile une campagne électorale dans le sens où les gens sont intéressés. Écoutez, j'ai passé la fin de semaine à rencontrer des gens partout. Les gens viennent vers moi. Je sens vraiment un appui intéressant. Mais c'est agréable. Mais d'autre part, les gens ne sont pas en mesure de comparer, ils ne voient pas comment ça se passe. Au point de vue où ça facilite, c'est certain que ça nous donne un peu plus de temps pour se préparer si jamais il n'y avait pas d'élection. Donc, Madame soulignait tout à l'heure toute la question du budget. C'est sûr qu'un mois de plus pour préparer le budget, ça peut être facilitant. Parce qu'il y a des chances que vous soyez élu peut-être vendredi. On prend les journées les unes après les autres. Nous, on continue de travailler en fonction qu'il y a quelqu'un qui s'annoncera cette semaine. On n'a pas d'informations, mais on a toujours travaillé comme ça, on va travailler comme ça. On n'attend pas, on ne s'ajuste pas à la vitesse du plus lent, comme je le répète souvent. On va de l'avant, on met nos projets, puis on verra ce qui va arriver un peu plus tard cette semaine. C'est tous des engagements pour un seul et même mandat, ça? Oui, c'est le premier mandat. C'est une partie des engagements du premier mandat. Parce qu'on va les prendre un à la fois. On parlait des élections. Croyez-vous que si à Drummondville, vous êtes le seul candidat à la mairie, il va avoir un effet sur le taux de participation au vote? Je ne crois pas, parce qu'on voit quand même actuellement, dans la plupart des quartiers, il y a plusieurs candidats, il y a des luttes intéressantes. Et vous savez, encore plus qu'à la mairie, les gens qui sont candidats dans les quartiers peuvent faire sortir le vote. Parce que j'ai toujours dit que le municipal, c'est la proximité, mais imaginez le quartier, comment c'est encore plus la proximité. Donc, c'est le voisin, c'est le deuxième voisin. Les gens se mobilisent. À 3 ou 4 candidats, là, il faut s'attendre à une augmentation du taux de participation. Et nous, si je devais être élu par acclamation, c'est certain qu'on va travailler aussi pour encourager les Drummondvillois à aller voter, à sortir et à nous dire haut et fort ce qu'ils souhaitent, parce qu'il y a quand même des visions différentes qui vont leur être soumises. Et à ce moment-là, on s'attend à ce que les gens aillent voter. Je ne crois pas que le fait qu'il n'y ait pas d'élection à la mairie aura un impact négatif là-dessus. Moi, je compte davantage même profiter de l'élection dans les quartiers, s'il y avait élection à la mairie, pour avoir un meilleur taux de participation. Si on regarde le taux de participation aux dernières élections municipales, il y a 5 quartiers où il y avait élection par acclamation et le taux de participation pour le vote à la mairie a été inférieur à ce qu'il était ailleurs. Donc, pour moi, ça démontre que l'élection dans les quartiers draine un beau taux de participation. Puis déjà, est-ce que vous voyez des plus grandes affinités avec certains des candidats? Tous les candidats sont indépendants. Je pense que c'est certain que dans la vie, il y a des gens qu'on connaît davantage, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Hein, les gens qu'on ne connaît pas, on ne peut pas dire qu'on ne veut pas travailler avec eux, on ne les connaît pas. Donc moi, je vais travailler avec l'équipe qui va être élue. La semaine dernière, au lancement, les gens disaient que je suis capable de rassembler, de faire travailler les gens en équipe. Donc on travaillera en équipe avec ceux qui vont être élus. Ce que je souhaite, c'est que les candidats dans les quartiers et à la mairie éventuellement soient des candidats sérieux, des candidats qui ont une chance honnête de gagner, vraiment pour faire un débat qui soit intéressant et non tout simplement être là pour créer un faux débat, et des gens qui sont intéressés par l'ensemble de la gestion municipale, par la vie de leur quartier et par l'ensemble de la gestion municipale, des gens qui ne viennent pas pour un seul dossier, quel qu'il soit, que ce soit pour faire enlever un arrêt au coin d'une rue ou autre chose. Dernier point que je voulais aborder concernant le développement d'activités de plein air.
notamment sur les berges de la rivière Saint-François. Est-ce que lors des consultations, il y a des gens qui vous ont mentionné qui étaient inquiets par rapport au trafic sur la rivière, l'augmentation des accès? C'est pas revenu. Il y a des gens qui m'en ont parlé. Par contre, j'ai eu les pour et les contre là, des gens. Il y a des gens qui disent qu'il y a trop de circulation sur la rivière, il faudrait réglementer davantage. Il y a des gens qui disent au contraire. Moi, je suis allé au bord de la rivière pour ça. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu à obtenir. Il y a des réglementations qui ne sont pas du municipal là-dedans. Il y a encore des règles fédérales, mais je pense que chez nous, on peut toujours s'impliquer. Mais ce que j'entends des gens, là, les gens ne demandent pas des infrastructures incroyables. Ils ne demandent pas de se promener nécessairement sur l'eau. Ce qu'ils souhaitent, c'est être capable de marcher le long de la rivière, dans un environnement où il y a des arbres, où ils peuvent s'asseoir, ils peuvent profiter de la nature. C'est ce que les gens veulent. Il n'est pas question d'investir des millions et des millions. C'est simplement redonner la rivière aux gens, leur permettre d'aller se promener le long de la rivière et le faire en toute sécurité. Il y a des secteurs actuellement le long de la rivière où il y a plus de circulation à 3 heures du matin qu'à 3 heures dans l'après-midi. C'est pas normal. Donc, il y a une question de sécurité, il y a une question d'accès. Il faut travailler là-dessus. J'aimerais revenir au conseil de quartier. Oui. Ça serait constitué comment, ces groupes? Bien, écoutez, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on veut analyser la pertinence de les mettre en place. Donc, à partir du moment où on va dire, bon, est-ce qu'on veut vraiment faire de quoi dans les quartiers? Parce que peut-être que la discussion avec les conseillers municipaux sera à l'effet qu'on favorise de quoi dans chacun des quartiers, mais ce n'est pas nécessairement uniforme. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens dans tous les quartiers aient la chance de s'impliquer, aient la chance de donner leur opinion. Donc, pour moi, il n'y a pas de modèle parfait. Ce que je souhaite, c'est entendre les gens. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de très, très formel ou c'est plus un groupe qui organise des rencontres dans l'année et tout ça? C'est à développer. Je ne veux pas arriver avec une recette toute faite. Le conseil municipal, c'est 13 membres. C'est des gens qui vont arriver, qui ont fait du porte-à-porte, qui vont avoir rencontré des milliers d'électeurs et qui vont avoir un pouls fort intéressant. Je veux d'abord entendre ça avant de dire, bon non, il faut aller dans ce sens-là. Mais on a une ville jumelle, La Roche-sur-Yon, où il y a un modèle qui ressemble à celui-là, qui fonctionne bien. Alors, c'est une idée. Ça prend une idée pour lancer le débat. Pour moi, c'est un petit peu le rôle. Hein? On lance le débat, on discute ensemble, et après ça, on voit ce qui est le mieux pour nous. Il y en a qui vont dire, ah ben là, au début, il était question de telle idée, là, ils ont reculé. Pour moi, des politiciens qui lancent des idées, qui écoutent les gens, puis qui arrivent à une solution différente à la fin, c'est pas des gens qui reculent, au contraire, c'est des gens qui avancent, et qui avancent plus vite que les autres. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va écouter les gens. Ça va? Ben, c'est moi qui vous remercie. Faites une belle semaine.